Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Je vais vous dire un petit peu ce que je fais, parce que j'ai une diapo sur tous ces éléments-là. Je suis effectivement donc professeur d'anesthésie-réanimation pas très loin, à l'hôpital Cochin. Je suis vice-doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes, qui est pas très loin non plus, et je suis fondateur et directeur d'un département universitaire qui s'appelle Illumins et qui cherche à réinventer la formation des professionnels de santé. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, il y a deux éléments qui sont importants à bien comprendre, notamment dans le cadre de la réunion de ce soir. Le premier, c'est qu'en fait, à mon sens, la santé est un cas d'usage absolument fabuleux de la thématique qui vous intéresse, c'est-à-dire de l'innovation et de la gestion des technologies, parce qu'on assiste à l'heure actuelle dans la santé à une accélération absolument formidable avec des impacts majeurs justement de tous ces aspects d'innovation. Et ça a plusieurs conséquences. La première, évidemment, c'est une recherchée qui est d'améliorer ce qu'on appelle le progrès médical en général, et donc ce qu'on peut rendre comme service à nos patients. Mais ça a aussi des conséquences en termes d'accélération qui sont intéressantes et importantes à comprendre, et notamment dans la recherche en santé, l'évolution de certaines technologies a maintenant largement dépassé l'étalon qu'on utilise, qui est la loi de Moore, que vous connaissez tous probablement, c'est-à-dire la durée nécessaire pour faire évoluer des composants informatiques standardisés, etc. Et donc on assiste en fait à d'un côté un cycle d'innovation qui s'emballe, ce qui est une très bonne chose et qui n'a jamais été aussi rapide et qui est même plus rapide que dans beaucoup d'autres domaines, mais de l'autre, certaines réalités qui sont que en fait, la mise en place en pratique, l'utilisation optimale et le service rendu final pour les patients ne peut pas aller aussi vite pour l'instant que justement ce cycle d'innovation qui s'accélère. Et donc un des enjeux pour faire le lien entre ce cycle d'innovation qui s'emballe et une utilisation optimale en pratique, c'est notamment l'organisation et la formation à travers ces nouvelles approches, et c'est ce qu'on essaye de développer avec là aussi l'idée de réfléchir à comment est-ce qu'on peut innover, pas uniquement dans les outils qu'on utilise, mais surtout dans les concepts et les approches, et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, j'ai pas de lien d'intérêt industriel à déclarer, et je le fais de façon tout à fait obligatoire en étant un professionnel de santé. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis professeur d'anesthésie de réanimation à l'assistance publique. Je suis vice-doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes. Je suis directeur du centre de simulation Illumins et je suis président de la Société européenne de simulation, et j'ai également un rôle à la fois dans la recherche et puis d'expert auprès des autorités de santé, et notamment de la Haute Autorité de Santé. Alors, deux images un peu bousculantes pour mettre en lumière quelques paradoxes. La première, c'est que vous connaissez sûrement Bruno Poulvord dans ce film que vous avez peut-être tous vu également. Et donc le lien en fait avec les professionnels de santé, il est peut-être pas forcément évident pour vous parce qu'un professionnel de santé c'est tout sauf un assassin et c'est tout sauf quelqu'un qui tue. Et justement ce qu'on apprend tous, qu'on soit soignant, médecin, infirmière, etc., c'est comment est-ce qu'on peut faire le bien et le mieux qu'on peut pour nos patients. La réalité en fait malheureusement elle est un petit peu différente, et même si on veut faire du mieux qu'on peut, eh bien on a des systèmes, quand on les regarde et quand on les analyse, qui ne sont pas aussi performants que ce qu'on en attend et que ce qu'on aimerait. Et notamment, en fait, il y a un certain nombre de processus qui ne sont pas bien maîtrisés et qui ont trait notamment à de la qualité et de la sécurité, on va en parler, et qui font qu'à l'heure actuelle, par exemple aux États-Unis, la troisième cause de mortalité de patients qui sont hospitalisés après le cancer et les maladies cardiovasculaires, eh bien, c'est les erreurs médicales. Ce qui n'est pas tout à fait finalement ce qu'on attend quand on dit on veut faire le mieux qu'on peut pour nos patients. Ce sont des statistiques qui sont encore trop importantes. Et puis la deuxième image, c'est cette image des taxis. Finalement, les professionnels de santé, et notamment les hospitalo-universitaires, c'est-à-dire ceux qui soignent et qui enseignent, ils sont en face d'une réalité similaire qui est la perte des monopoles. Vous connaissez tous Uber et vous savez combien ça a changé les modèles économiques des taxis. Eh bien, dans la santé, et notamment en ce qui concerne l'information ou la formation, les médecins ou les soignants avaient auparavant le monopole
de la connaissance. Et maintenant, notamment avec les outils numériques, que ce soit des patients vis-à-vis de leurs médecins ou que ce soit des étudiants vis-à-vis de leurs enseignants en santé, ces monopoles sont complètement bouleversés et changent profondément la relation qu'il va y avoir et donc l'interaction qu'on va mettre en place et la façon de se comporter dans ces moments-là. Donc c'est avec ces réflexions-là qu'on a essayé de repenser la façon dont on pouvait imaginer la formation des professionnels de santé en utilisant des problématiques bien réelles et en essayant de trouver des solutions pour les adapter justement je ne vais pas dire au monde de demain, mais au monde d'aujourd'hui. Alors en pratique, il y a un certain nombre d'éléments qu'on va mettre en place et je vous ai parlé tout à l'heure de la notion de qualité et de sécurité des soins. Vous ne savez peut-être pas que quand vous rentrez dans un système de soins, le fait d'être pris en charge à l'hôpital, d'être pris en charge dans un cabinet de médecin, etc., entraîne de façon intrinsèque un certain nombre de risques qui sont liés aux médicaments qu'on va vous donner, aux interactions qu'il va y avoir avec des professionnels de santé, etc. Et ces risques, en fait, ils sont bien connus dans d'autres disciplines et notamment dans d'autres professions à risque, comme par exemple l'aéronautique. Et quand on compare un certain nombre de statistiques qui sont liées à la sécurité professionnelle, notamment dans l'aéronautique et dans la santé, à l'heure actuelle, chaque année, il y a une petite dizaine d'avions qui s'écrasent dans le monde, malheureusement, même si c'est 2016, par exemple, l'année qui a été la moins pourvoyeuse de mortalité, et ça fait à peu près 1000 à 1500 morts par an pour 5 milliards de passagers transportés. Dans la santé, aujourd'hui, simplement aux États-Unis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on estime que le nombre de morts liés aux erreurs médicales, c'est un crash d'avion par jour. Et donc, ça c'est le corollaire de la statistique sur la mortalité à l'hôpital. Et en France, on a des statistiques qui sont à peu près similaires, évidemment, quand on les ramène à la population française, et qui montrent simplement qu'on a un énorme travail de sécurisation de nos activités à effectuer, même si, évidemment, un avion qui décolle est en bon état, alors qu'un patient qui vient à l'hôpital est, par définition, en mauvais état de santé. Et pour vous donner une petite échelle de comparaison, vous avez ici une échelle de risques. Sur la partie gauche, les risques les plus maîtrisés, sur la partie droite, les risques les moins maîtrisés. Et vous voyez que l'aviation, comme je vous l'ai dit, fait partie de risques très maîtrisés. L'Himalaya, ceux qui vont faire de la haute montagne comme moi, etc., savent qu'on prend un certain nombre de risques. Et entre les deux, eh bien, il y a les activités médicales qui ont, pour une partie, des risques plutôt maîtrisés dans certaines spécialités, dont la mienne. Et puis dans d'autres activités, notamment tout ce qui a trait à l'urgence, des risques qui ne sont pas encore bien maîtrisés et pour lesquels il faut qu'on progresse, simplement dans l'idée de dire qu'on fait vraiment ce qu'il y a de mieux pour nos patients. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vous ai parlé un petit peu de connaissance. On est dans une période, vous le savez tous également, où on vit une vraie révolution de la connaissance. D'abord dans la façon dont on va la transmettre. La connaissance, elle a d'abord été échangée à travers la parole avec des philosophes, leurs disciples, etc., qui conservaient un certain nombre de réalités ou d'informations. Et puis ensuite, on a su la coucher sur différents matériaux, d'abord des pierres, et puis ensuite sur du papier. Et on a inventé l'imprimerie pour pouvoir la disséminer. Et avec ce type d'outils aujourd'hui, vous pouvez, avec ce que vous avez dans la poche et avec la connexion sur le réseau Internet de la Sorbonne, accéder à toute la connaissance que vous voulez et avoir exactement les mêmes informations que moi j'ai eues quand j'ai fait mes études de médecine, par exemple, ou moi avoir des informations sur l'économie, Jean Tirole dont Adnan parlait, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'avec ces outils-là, non seulement on casse complètement le monopole de la connaissance, mais on va pouvoir approcher une brique supplémentaire qui est l'expérience et qui fait justement la différence entre un patient qui va chercher de la connaissance mais qui n'est pas encore capable de l'articuler et un médecin qui a justement cette expérience-là et qui est capable de réfléchir avec un certain nombre de réalités sur des problématiques qu'on vient lui amener. Évidemment, les étudiants ont bien compris ça et donc ce modèle-là avec 400 étudiants dans un amphi, puisque c'est les volumes de nos promotions, un enseignant et une transmission verticale de connaissances, il n'est plus valable. Il n'est plus valable parce que le monopole est complètement rebalancé, que les étudiants ne viennent plus en cours, ils savent très bien qu'ils peuvent trouver ailleurs les éléments qu'ils vont chercher. Et donc il y a des nouveaux moyens d'enseigner, des nouvelles approches, des nouveaux usages, et puis évidemment
un nouveau public plus jeune, la génération Y qui est déjà un peu âgée, et puis les générations qui suivent et qui vont demander un certain nombre de modifications dans la façon dont on interagit avec eux. Certains parfois sont très jeunes et ça c'est une réalité. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, en tout cas ça existe et il faut qu'on en tienne compte. Alors en pratique, évidemment, on change beaucoup la façon dont on interagit avec les étudiants. Vous aviez peut-être entendu parler ou vu ou appris grâce au modèle des cours en amphithéâtre, des cours magistraux en fonction de là où vous avez été. On évolue maintenant vers des choses qui sont beaucoup plus interactives, qui permettent exactement de répondre à certains impératifs de cette génération, c'est-à-dire le feedback instantané, la nécessité d'être très actif dans l'apprentissage, d'avoir des problématiques concrètes qu'on va adresser, etc. Et dans la santé, vous savez qu'on a d'abord appris notamment l'anatomie sur des cadavres, et puis à l'heure actuelle, le modèle princeps de formation, c'est d'apprendre sur vous, sur les patients. C'est-à-dire, les étudiants vont à l'hôpital et puis ils vont apprendre à faire des piqûres, ils vont apprendre à faire des électrocardiogrammes, ils vont apprendre à faire de la chirurgie. Et donc, ils sont dans des phases où ils ne maîtrisent pas encore bien les gestes, ils ne maîtrisent pas encore bien un certain nombre d'aspects. Et donc, parfois, ça se passe bien, notamment quand ils sont bien encadrés, et parfois, ça ne se passe pas bien et ça génère un certain nombre d'accidents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour arriver à former un professionnel de santé, il va nous falloir 3 étapes importantes. Première étape, j'en ai parlé, c'est la connaissance, mais les 2 étapes supplémentaires qui vont faire la différence entre vous qui pouvez chercher de la connaissance et un étudiant ou un interne qui a appris, c'est justement à la fois les compétences et puis toutes les notions de comportement. Et donc c'est ces 3 éléments-là, knowledge, skills et attitude, qu'on va donner, qui vont faire passer un étudiant naïf ou novice à un expert professionnel de santé. Et ces deux aspects, comportement et compétences, s'apprennent justement dans l'expérience qu'on va avoir au lit du patient, dans l'interaction au cabinet du médecin, au bloc opératoire ou dans d'autres environnements. Et la question, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer cette acquisition de compétences et de comportements, la sécuriser et faire en sorte que le patient n'en soit pas victime, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et donc, ce qu'on a mis en place et ce qu'on a essayé de conceptualiser, c'est comment est-ce qu'on passe de la connaissance à l'expérience à travers des environnements de formation qui soient adaptés, maîtrisés et sécurisés, notamment vis-à-vis des patients. Et donc, on a appris pendant longtemps dans la vie réelle. Vous avez ici une petite photo, je ne sais pas si vous voyez bien, d'un service de réanimation où il y a des étudiants qui apprennent. Et puis, on commence à apprendre avec des outils de simulation, exactement comme des cockpits artificiels ou des simulateurs de vol dans l'aéronautique. Eh bien, il y a maintenant des patients robots, des interfaces informatisées, je vais vous en montrer quelques-unes, qui vont pouvoir apprendre à des étudiants ou à des professionnels à soigner et pouvoir faire des erreurs sans que ça ait de conséquences sur les patients. Et puis quand on va dans ce modèle-là, eh bien on va passer par des interfaces robotisées ou qui vont recréer des environnements de soins, mais on peut aussi passer vers des environnements qui sont complètement virtuels et utiliser le concept de jeu vidéo, non pas pour se divertir, mais pour apprendre et faire de ce qu'on appelle des jeux sérieux, je vous en parlais, où on combine à la fois un contenu de formation et un vecteur vidéoludique et interactif. Alors, il y a maintenant beaucoup d'outils de simulation. Certains sont historiques, comme le cadavre par exemple. Et puis, ce qui se développe beaucoup maintenant, c'est des interfaces synthétiques, robotisées ou virtuelles, qui vont recréer exactement ce qu'on peut voir dans différentes situations et permettre justement de l'apprentissage pour des étudiants ou pour des professionnels qui sont déjà formés et répondre à la problématique de comment j'utilise le nouveau matériel qui vient de sortir, dont on sait qu'il va rendre un service important, uniquement si je sais bien le maîtriser. Et c'est la même stratégie avec des médicaments, avec des outils au bloc opératoire, avec des stratégies d'organisation, etc., etc. Et c'est ça vraiment qui permet de faire en sorte que d'un côté, on ait de l'innovation rapide et de l'autre, de la mise en place qui soit performante avec ce lien justement de formation entre les deux. Alors en pratique, on a énormément d'approches, je vous le disais. Juste pour vous montrer quelques exemples, vous avez ici un environnement de soins, vous avez des soignants qui sont dans le centre de simulation et au lieu de prendre en charge un patient, ils sont en train de prendre en charge un mannequin, un robot qui va réagir exactement comme un patient. Donc ce mannequin, il est en train de faire une hémorragie du tube digestif et on va être obligé de l'endormir pour aller mettre une caméra dans son estomac. Et exactement comme on prendrait en charge un patient, eh bien on va faire la même chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous voyez dans le coin, je ne sais pas si je peux mettre ma souris,
en haut, ici, vous avez une vitre sans teint et derrière cette vitre sans teint, il y a un pupitre de commande qui permet de gérer l'ensemble de la situation et puis surtout un formateur qui va analyser tout ce qui est fait et qui va débriefer avec les personnes qui travaillent ici pour comprendre ce qui s'est passé et comment ils peuvent s'améliorer quand ils prendront en charge un certain nombre de patients à l'hôpital. Et c'est à partir de ces expériences simulées qu'on va pouvoir apprendre. On apprendra plus sur vous et c'est plutôt une bonne nouvelle. On a la même approche, et pour vous montrer que finalement c'est des approches conceptuelles et pas uniquement des outils, on a la même approche avec des acteurs. Alors attendez, je ne sais pas si je... Voilà, c'est bon, pardon. Donc simplement pour vous dire voilà, que en fait cette approche-là, elle n'est pas dépendante de technologies robotisées et qu'on peut la faire très simplement aussi avec des acteurs. Travailler la relation avec un patient, le fait de dire bonjour, de se comporter correctement, de donner des informations qui sont intelligibles, c'est extrêmement important. Et non seulement c'est extrêmement important, mais en plus ça participe à la relation de soins et au traitement des patients. Donc ce que vous voyez là, c'est la même chose que la simulation avec des mannequins, mais avec des acteurs ou avec des actrices. Donc là, la personne qui vient de rentrer dans le cabinet, c'est une actrice qui va jouer le rôle d'une patiente et l'étudiant qui est devant elle va être en charge de comprendre quelle est sa maladie, pourquoi elle vient, comment est-ce qu'on va lui expliquer, quel traitement on va lui donner et puis on débriefe ensuite de la même façon pour travailler avec l'actrice et avec l'étudiant à comment est-ce qu'on améliore justement ce qu'ils vont faire au quotidien. Et donc là, il est en train de lui expliquer qu'elle est un peu folle parce qu'elle demande plein de médicaments et qu'il vaut mieux aller voir un psy, ce qui n'est pas tout à fait la bonne façon de réagir dans ces cas-là. Voilà. Et puis je vous disais, on peut travailler dans des environnements qui sont complètement virtuels et on a recréé des environnements de soins. Donc ça, c'est la salle d'accouchement de l'hôpital où je travaille, à Port-Royal, que vous avez de façon statique, mais vous allez voir ce que ça donne quand on peut le mettre sous forme de jeu vidéo, dont le but va être justement d'apprendre et non plus de jouer, et qui va servir justement des objectifs d'apprentissage autour du soin. Donc je vous ai dit, c'est un logiciel ou un programme qui peut être basé sur Internet, qui peut être basé sur votre ordinateur, etc., qui va combiner un scénario d'apprentissage et des objectifs d'apprentissage. Donc c'est le cours que vous faisiez auparavant en amphithéâtre, avec des vecteurs vidéoludiques et qu'on va pouvoir interfacer soit dans des environnements qui sont plutôt fantastiques et plutôt type jeu vidéo, notamment sur certaines approches qu'on développe là plutôt pour les patients, soit des approches qui sont très réalistes et des approches qu'on développe plutôt pour les professionnels de santé. Vous avez ici l'exemple d'un programme qu'on a développé pour l'armée française pour apprendre justement la prise en charge des blessés sur le terrain. Alors en pratique, ça donne ça. Vous avez là une vidéo de quelqu'un qui est en train de jouer dans un environnement hospitalier et vous voyez qu'on a exactement les mêmes possibilités d'interaction. C'est un programme qu'on développe avec un de nos partenaires qui est une société qui s'appelle MeduSims. Les mêmes possibilités d'interaction que dans la vraie vie. Vous allez pouvoir demander à l'infirmier ou son avatar qui est en face de vous de faire un soin. Vous allez pouvoir emmener le patient au scanner. Vous allez pouvoir interpréter les images de l'échographe. Vous allez pouvoir regarder les constantes vitales, vous rendre compte que le patient qui est devant vous en temps réel, il va saigner et il va falloir prendre une décision rapidement parce que sinon ça ne va pas bien se passer. Et on n'est pas obligé d'être uniquement à l'hôpital évidemment, mais on peut être aussi au cabinet d'un médecin. Donc là vous avez un cardiologue qui va prendre en charge cette sympathique patiente qui vient pour des troubles du rythme et il va l'ausculter. Alors je vais vous remettre le son et vous allez entendre les bruits du cœur. Voilà, il y a encore l'autre vidéo qui tourne. Et vous allez pouvoir entendre les bruits des poumons, vous allez pouvoir entendre un certain nombre de choses, et on va vous donner exactement comme dans la vraie vie, un certain nombre d'informations. Par exemple, là, on va lui faire une échographie, voilà, vous voyez, c'est l'échographie du cœur de la patiente, du cœur virtuel, et on va pouvoir l'interpréter exactement comme on demanderait à un étudiant ou à un cardiologue dans la vraie vie. Donc c'est des programmes qui sont très réalistes, qui permettent de remplir des objectifs d'apprentissage parfaitement maîtrisés, puisqu'ils sont designés pour ça, et qui permettent justement d'apprendre dans des environnements sécurisés également, et de ne pas mettre les patients en première ligne vis-à-vis des gens qui sont en apprentissage. Voilà, vous allez avoir une deuxième coupe d'échographie. Et puis, on n'est pas obligé d'être au cabinet du médecin, puisqu'on va designer des environnements exactement comme on veut, et on peut être aussi sur le bord de la route. Donc là, c'est un autre programme qu'on a mis en place avec le SAMU, et toujours cette société MeduSims, où on va prendre en charge ce patient qui a eu un accident de moto, et on va apprendre comment il faut le manipuler, comment on lui enlève son casque, pourquoi il faut l'emmener rapidement à l'hôpital, etc., etc. Donc tout ça, tous ces environnements, finalement, peuvent recréer n'importe quelle situation de soins et apprendre à des étudiants, et c'est ce qu'on est en train de montrer à travers différents travaux de recherche.
Alors évidemment, la question c'est, au-delà de l'aspect ludique, intéressant, innovant, etc., à quoi ça sert? Est-ce qu'on va apprendre avec ces environnements-là? Et est-ce que ce qu'on va apprendre va nous permettre de mieux soigner nos patients? Puisque c'est la question qui nous intéresse au départ. Et la réponse, pour l'instant, elle est parcellaire. Et en tout cas, elle nous permet de répondre à des questions sur l'apprentissage, sur ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage, et puis sur l'impact pour nos patients. Et on a un certain nombre de données scientifiques qui permettent de montrer que la réponse en termes d'apprentissage est positive de façon claire, c'est-à-dire que quand on utilise ces approches de simulation, on apprendra toujours mieux que les environnements d'apprentissage classiques, notamment les cours ou les TD, sur des compétences techniques ou sur des comportements. Et la réponse en termes d'impact sur les patients, elle est sous forme d'une tendance à travers toutes les études qu'on analyse, mais qui n'est pas statistiquement significative, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à montrer encore que ces éléments-là permettent clairement d'améliorer la qualité globale des soins. Et la réponse, si elle ne vient pas de l'aspect global, elle vient de l'aspect détaillé. Et c'est un exemple dans ma spécialité qui montre que quand on forme des internes à utiliser ce qu'on appelle des cathéters centraux, c'est-à-dire des grosses perfusions qu'on va mettre dans le cou des patients, et bien quand on les forme là-dessus en simulation, quand ils vont mettre en place ces éléments-là chez des patients, ils feront moins d'erreurs, ils feront moins de complications, et ça se traduira par des durées de séjour en réanimation et à l'hôpital qui sont moins importantes. Et ce qui est très intéressant, au-delà de l'impact éthique pour nos patients, c'est aussi qu'il y a un impact médico-économique, et notamment à l'échelle d'un service de réanimation d'une dizaine de lits, qu'il peut y avoir dans beaucoup d'hôpitaux, on économise quasiment 800 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable. Et donc il y a un intérêt très important à comprendre que, au-delà de l'innovation, faire bien ou mieux ce qu'on fait tous les jours est probablement un élément. Ce n'est pas de l'innovation de rupture, c'est de l'innovation incrémentale et c'est extrêmement important pour améliorer ce qu'on fait au quotidien. Alors, il y a beaucoup d'avantages à ces approches-là. Évidemment, vous avez compris qu'on est dans des environnements sécurisés, qu'on met en place le concept de ce qu'on appelle la deliberate practice, c'est-à-dire on peut s'entraîner autant qu'on veut. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un patient qui vienne avec tel ou tel problème pour apprendre. On peut le faire 25 fois dans la matinée. Et quand ça correspond, par exemple, à de l'apprentissage autour de l'arrêt cardiaque, eh bien, c'est pertinent. C'est-à-dire que l'arrêt cardiaque, heureusement, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose qu'on doit apprendre parce que ça peut arriver. Et le faire 25 fois dans une matinée sur des mannequins, c'est possible. Le faire 25 fois dans une matinée sur des patients, ça n'est pas possible, bien heureusement. Et donc, c'est des apprentissages qui sont évidemment basés sur l'expérience et qui permettent de faire en sorte que si on modélise une courbe d'apprentissage X ou Y que vous avez là, eh bien les premières phases où l'étudiant ou le professionnel de santé est novice et où il a besoin d'améliorer sa performance peuvent être réalisées en simulation, et les phases ultérieures où vous voulez maintenir vos compétences, notamment dans la formation continue, peuvent être également mises en place avec de la simulation. Ça permet également d'acquérir un certain nombre de compétences. Je vais passer dessus rapidement, mais en tout cas des compétences spécifiques, et notamment sur la chirurgie, c'est très important parce qu'on travaille beaucoup avec des environnements 3D ou avec des environnements vidéo, et avoir ces éléments-là, notamment sur des aspects de simulation, ça fait beaucoup de sens. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que vous avez compris à travers tout ce que je vous ai raconté qu'on a parlé beaucoup de formation, mais on peut aussi parler d'évaluation et faire en sorte qu'un étudiant ou un professionnel de santé puisse être évalué et montrer qu'il a des compétences définies avec des niveaux seuils qui sont intégrés, c'est particulièrement important, surtout quand nos systèmes de santé imaginent certifier ou recertifier des professionnels de santé, ce qui fait beaucoup de sens pour les patients. Et donc là, c'est un autre exemple à la fin d'un des programmes où vous avez fini le programme et vous avez une note, un feedback, un retour. Alors là, c'est moi qui l'ai fait pour la vidéo, j'ai pas eu des très bonnes notes, mais je suis pas obstétricien. Et où on vous montre ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas bien fait ou ce que vous n'avez pas fait du tout. Et vous pouvez apprendre comme ça, vous avez ensuite les références qui vont être importantes et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Si vous avez perdu votre patient ou votre patiente dans le programme virtuel, c'est pas très grave, et surtout ce qui est important, c'est que vous avez appris à partir de ça, vous avez appris à partir de vos erreurs. Et vous pouvez recommencer et puis ne plus refaire les mêmes erreurs et progresser et faire en sorte que quand vous verrez cette situation dans la vraie vie, le moment où il faudra être réactif, où il faudra bien comprendre ce qu'il faut faire pour sauver le patient, vous l'aurez compris parce que vous l'aurez déjà fait en simulation.
Alors les perspectives à partir de tous ces éléments-là, et c'est vraiment matière à discuter, c'est un exemple parmi d'autres des innovations qu'il peut y avoir en santé, c'est d'abord la notion de banque de contenu, et notamment la possibilité d'exporter ces contenus-là sur différentes interfaces pour de la formation. Je vous ai montré des mannequins, mais ça peut être des ordinateurs quand on parle de jeux sérieux, ça peut être des avatars de conversation, ça peut être des environnements 3D, ça peut être des environnements en mobilité, tablettes, smartphones, etc., qu'on maîtrise déjà. Ça peut être des casques de réalité virtuelle qui sont en train de se démocratiser. Et puis ça peut être aussi des environnements très impressionnants qui sont ce qu'on appelle de la réalité immersive. Et ça, c'est un autre exemple de ce qu'on fait avec un partenaire qui s'appelle Dassault Systèmes, qui est relativement connu dans le monde de la simulation et qui s'intéresse à la santé avec nous, et où dans une pièce complètement blanche, on est capable de projeter un environnement virtuel dans lequel cette personne peut se promener et qu'elle voit en relief. Donc vous allez voir, elle va se reculer pour faire le tour du lit, qui n'existe pas, mais qu'elle voit en relief, et elle va pouvoir interagir avec tout le matériel et faire en sorte que, par exemple, cette patiente qui est enceinte accouche dans des bonnes conditions parce qu'elle a appris en virtuel. Alors évidemment, vous ne voyez pas bien parce qu'il y a beaucoup d'éclairage, mais je vous le repasserai tout à l'heure. C'est l'animation de la descente du bébé dans la filière maternelle et la naissance d'un nouveau-né avec une prise en charge qui est complètement interactive et la possibilité de modéliser ça qui est absolument unique au monde. Ce qui est intéressant à partir de là, c'est que le concept de simulation, il s'applique en sourçant des données de vie réelle, idéalement des données de plus en plus importantes, voire des données massives, pour créer des modèles de simulation pertinents. C'est ce qui a été fait là aussi dans l'aéronautique. Les simulateurs de vol, par exemple, ils ont existé parce qu'on avait des données de vie réelle qui permettaient de modéliser ça de façon pertinente. Et bien de la même manière, la vie virtuelle simulée dans la médecine va nous permettre de l'apprentissage comme je vous l'ai montré. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a un modèle de simulation qui est pertinent, on va pouvoir appliquer une partie de la recherche qu'on fait, une partie de la formation qu'on fait sur ces modèles virtuels et faire un retour pour améliorer la vie réelle. Et c'est ce qu'on est en train de faire, notamment avec notre partenaire Dassault Systèmes, à la fois en termes de formation, mais aussi en termes de recherche. Et Dassault Systèmes le fait de façon très intéressante à différentes échelles, notamment à l'échelle de la cellule, où ils sont en train de réinventer ce qu'on appelle le drug design, c'est-à-dire la capacité à synthétiser des molécules. On en reparlera peut-être si vous le souhaitez. Au niveau des organes, et notamment avec l'exemple du cœur, au niveau de l'organisme, ça c'est ce qu'on fait, mais on peut aussi aller à l'échelle macro, c'est-à-dire au niveau d'un hôpital, d'une institution, ou au niveau d'un système de santé qu'on peut simuler à partir du moment où on a des paramètres et des modèles qui sont pertinents. Et au niveau d'un organe, vous avez ici un exemple d'un hologramme, ça c'est ce qu'on présente sur le centre, où vous avez un cœur, et ce n'est pas un cœur simplement dessiné en 3D, c'est un cœur qui bat. C'est-à-dire que c'est un cœur qui est modélisé à partir de données réelles et que vous allez pouvoir manipuler de façon aussi réaliste qu'un vrai cœur anatomique, et dans lequel vous avez des modèles sur l'influx électrique, des modèles sur les flux sanguins, des modèles sur tout le fonctionnement des valves, etc. Et sur lesquels on va pouvoir designer pour chaque patient, avant une intervention éventuellement, des paramètres spécifiques qui vont pouvoir permettre de travailler sur des environnements qui sont simulés mais complètement adaptés à chaque patient. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de questions à partir de ces modèles-là, mais c'est ça qui est intéressant, notamment des questions de recherche. La première question, c'est comment est-ce qu'on met en place ces modèles simulés et comment est-ce qu'on passe des modèles classiques à des modèles interactifs, à des modèles un peu plus modernes, en intégrant justement ce type d'environnement de formation, que ce soit sur les robots, les mannequins, etc., ou les environnements virtuels. La réponse, c'est probablement la possibilité d'arriver à avoir, en fonction des compétences qu'on veut adresser, des outils et des concepts qui vont être adaptés. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus résoudre tout avec des cours, mais il y aura une partie de cours, il y aura une partie d'expérience à l'hôpital qu'il est important de maintenir. Et entre les deux, qui sont les deux briques classiques qu'on utilise à l'heure actuelle, vous mettrez de la simulation, vous mettrez des jeux sérieux, vous mettrez des interactions avec des acteurs, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le concept de blended learning, c'est-à-dire l'articulation de différentes modalités pédagogiques. Il y a beaucoup d'éléments autour de l'évaluation
Je vous ai dit qu'on avait quelques réponses sur l'utilité de ces approches-là. Il faut aller encore un petit peu plus loin en termes de recherche. Sur les impacts, évidemment, parce que, encore une fois, ce qu'on cherche à faire, c'est rendre service à nos patients en finalité. Et puis, comment est-ce qu'on crée des parcours d'apprentissage qui soient idéalement le plus interactifs possible, qui soient adaptatifs et qui soient personnalisés, de la même façon qu'on crée des parcours de soins qui sont aussi adaptatifs, qui sont aussi interactifs et qui sont aussi personnalisés pour nos patients. Voilà ce que je voulais vous dire et quelques petits messages à emporter chez vous. D'abord, en termes d'apprentissage, les concepts d'apprentissage et notamment l'évolution avec ces environnements simulés, ces environnements virtuels évoluent extrêmement rapidement. Ça déstabilise d'ailleurs parfois certains enseignants dont la conceptualisation évolue parfois un peu moins vite que celle de leurs étudiants. Et justement, l'enjeu, c'est d'arriver à les aider à prendre le pas de cette transformation numérique. Évidemment, la simulation et les environnements virtuels, non seulement sont une part du futur de la formation en santé, mais vont devenir une part incontournable et extrêmement importante. C'est vers ça que les systèmes de santé vont, et de façon tout à fait positive, que ça nécessite une réflexion pour l'intégrer dans ce qui existe de façon intelligente et faire en sorte qu'on en prenne le meilleur pour nos cursus de formation, et puis qu'évidemment, sur ce chemin, on soit capable de répondre à un certain nombre de questions qui permettront d'utiliser ces approches au mieux pour servir l'apprentissage et surtout pour servir nos patients. Merci beaucoup de votre attention.